Ouais, ça a commencé hier en fin d'après-midi avec plusieurs tirs de roquettes sur le pourtour de Gaza. Certaines de ces roquettes sont tombées en territoire de Gaza, palestinien. Et on le dit pas assez, il y en a 3 ces 5 derniers jours qui sont tombés sur Gaza, dont une sur une école qui a fait des blessés et peut-être des victimes. Ça, personne n'en parle. Il y en a une encore cette nuit, c'est celle qui a déclenché la triple alarme dans la région d'Ashkelon. Et là, faut penser, pour comprendre ce qui se passe, à la réaction des gens, c'est-à-dire que les gens qui sont comme nous cette nuit dans la région d'Ashkelon, ils se sont réveillés 3 fois en pensant qu'ils allaient peut-être recevoir une roquette sur la tête. Donc c'est cette situation qu'on s'efforce de décrire, hein. C'est cette tension, c'est ces gens qui sont obligés de vivre sous cette menace permanente. Et puis bien entendu, une des roquettes est tombée dans un endroit non peuplé, et l'autre roquette est tombée sur l'entrée d'une maison à l'extérieur. Mais les images existent et on voit qu'on a eu beaucoup de chance, en tout cas la famille qui vivait dans cette maison, parce qu'elle a fait un trou dans le béton et ça aurait pu plus mal se terminer. Riposte israélienne, bien entendu, riposte assez sévère, Jim. 6 attaques du Khel Avir, de l'aviation israélienne, dont une contre un grand centre militaire du Hamas, un centre d'entraînement, et d'autres contre des bâtiments et des structures appartenant au Hamas. Ce qui est important aussi de dire à nos auditeurs, c'est que c'est pas forcément le Hamas qui tire toutes ces roquettes. Il y a aussi le djihad islamique. Mais pour Tsahal, pour les Israéliens, puisque le Hamas a décidé de gouverner à Gaza, eh bien, on voit le Hamas comme responsable de tout ce qui s'y passe. Témoin l'annonce faite par le porte-parole de Tsahal. Je cite, le Hamas est le responsable unique de ce qui se déroule dans la bande de Gaza. Tsahal voit avec gravité les tirs contre les agglomérations israéliennes et ne permettra pas des attentes ou des tentatives d'atteinte contre les citoyens de l'État d'Israël. Tout est dit quant à la stratégie d'Israël, Jim, dans ces affaires. Justement, vous parlez de stratégie israélienne, Stéphane. Pour le moment, on ne parle que de riposte du côté israélien. Est-ce qu'on peut imaginer une manœuvre beaucoup plus sérieuse côté israélien pour le moment? Ouais. Alors, on a une réponse précise à cette question. D'abord, ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'on appelle en Israël du tiftouf. Tiftouf, on le sent au son du mot. Je traduirais ça. Il n'y a pas de traduction exacte, mais on pourrait l'appeler crachin ou goutte à goutte. C'est pas vraiment une provocation de l'ampleur nécessaire à générer une guerre, mais ça peut tuer des gens, et puis ça empoisonne la vie de tout le sud d'Israël et de tout le pourtour de Gaza. Alors, on dira ainsi que personne, ni le Hamas ni Israël, n'a intérêt de s'engager dans une nouvelle guerre, parce que le Hamas n'a pas les moyens de faire une guerre, et parce que tous les voisins, les étatiques du Hamas, soit Israël, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, n'ont qu'une pensée s'étend avec la nouvelle situation stratégique qui prévaut dans la région, c'est de se débarrasser du Hamas. Le Hamas le sait, il a bien entendu pas envie de précipiter sa chute. En Israël, on n'a pas intérêt de faire la guerre si c'est pas vraiment nécessaire. On a peut-être d'autres chats à fouetter, avec la priorité iranienne, bien entendu. On est bien plus en souci de ce qui se passe sur la frontière nord avec l'ennemi Iran, Hezbollah, qu'avec le Hamas. Mais tout ça peut changer. Tout ça peut changer dans une situation tout à fait simple. On dit souvent qu'il faut pas jouer avec le feu ni avec les armes à feu. Si durant ce tiftouf, si durant ces tirs, si par exemple hier soir la roquette était tombée un tout petit peu à 2 mètres de là où elle est tombée, et qu'elle avait blessé ou violemment ou tué des Israéliens, eh bien la donne, Jim, serait totalement changée. Et ce matin, on verrait des colonnes de chars s'approcher de Gaza avec un risque tout à fait clair d'escalade et de guerre à Gaza. Une guerre qui, selon nos amis et confrères analystes stratégiques pour l'armée et le gouvernement, pourrait bien être la dernière pour le Hamas. Donc le Hamas et le djihad islamique jouent avec le feu. Je rappelle aussi que c'est suite à la déclaration de Donald Trump, c'est au prétexte de la déclaration de Donald Trump. Mais quand on joue avec le feu, et clairement on peut le dire, et d'ici, le détonateur d'une guerre,
ce serait effectivement que des Israéliens soient blessés ou tués lors de ces tirs de roquettes. Et là, immédiatement, en quelques secondes, tout changerait et on aurait à intervenir sur l'antenne dans le cadre d'une guerre et plusieurs fois par jour. Stéphane, on imagine qu'il faut qu'un gouvernement au pouvoir soit en position de force également diplomatiquement pour pouvoir faire une guerre. C'est l'occasion de faire le point sur la situation de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, car les manifestations anticorruption, elles sont de plus en plus nombreuses en Israël, Stéphane. Ouais, c'est presque tous les week-ends maintenant. Le week-end dernier, il y a eu 12 000 personnes dans la rue à Tel Aviv qui scandaient presque un seul slogan qui disait Bibi en prison. Bien entendu, c'est excessif parce qu'ici, on met les gens en prison quand ils ont été condamnés par un tribunal. Mais d'un autre sens, ils ont raison de se poser certaines questions parce que il y a effectivement le Bibi Netanyahou qu'on voit à Bruxelles et à Paris et qui fait plutôt même très bien son travail, notamment en endiguant les assauts de Federica Mogherini ou le manque de gentillesse d'Emmanuel Macron. Et puis il y a le Bibi domestique qu'on voit peut-être moins, qui est peut-être moins visible à partir de l'Europe et qui se fait interroger par la police parfois durant 7 ou 9 heures. Et plusieurs personnes qui sont pas engagées politiquement se demandent ici comment on peut mener de front la conduite d'un État comme Israël avec, et vous l'avez rappelé, Jim, la situation dans le sud, dans le nord et la menace majeure de l'Iran. Quand on a une grande partie de sa tête qui est impliquée dans la préparation de cette défense. Et puis, ce qui dérange beaucoup un grand nombre d'Israéliens, c'est l'opacité des résultats de ces enquêtes. Il y a eu beaucoup de plaintes du côté de la défense de Netanyahou que souvent ce qui se disait durant les enquêtes arrivait assez vite même dans la presse. Et bien maintenant, comme résultat de ces plaintes, eh bien, ces derniers temps, on n'entend rien du tout. L'Israélien moyen sait que son Premier ministre est interrogé souvent plusieurs fois par semaine et souvent pendant plus de 9 heures, ce qui n'est pas une bagatelle. Et puis, il ne sait pas ce qu'il sait dire. L'Israélien moyen ne sait pas où en sont ses enquêtes. Ce qu'il sait, c'est que ça parle de corruption et de sommes très importantes. Ce qu'il sait, c'est que d'autres personnes dans le Likoud et dans l'entourage très proches du Premier ministre sont inquiétés, voire carrément inculpés, et c'est ce sentiment de flou, et puis ce sentiment aussi pour certains que le pays est en train de glisser dans la non-loi, et nous sommes très attachés au système juridique et policier, et la preuve c'est que la police agit en pleine indépendance, et même si le procureur général a été nommé personnellement par Benyamin Netanyahou, on veut que ces instances fonctionnent, on veut que les tribunaux fonctionnent, on veut que la police fonctionne. Et la preuve, si je peux dire, c'est qu'on a eu un président de l'État en prison pour harcèlement sexuel, et puis un autre Premier ministre également du centre droit, Ehud Olmert, qui a passé plusieurs années en prison. Donc ça nous tient aussi. Et puis je vais être tout à fait clair, simplement il n'y a pas de langue de bois ni à la MENA ni sur Radio Judaïka. Quand il y a des événements qui touchent le Premier ministre, on en parle, même si on n'est pas des experts en politique mais en stratégie et qu'on envisage tout sous le biais stratégique. Il faut en parler, c'est notre travail, et on parle absolument de tout et personne ne peut nous empêcher de le faire. Et donc on parle de ces problèmes de corruption et surtout que c'est un très mauvais exemple pour les citoyens israéliens. On voit effectivement ces problèmes qui se multiplient. Et je dirais, Jim, que quand on envoie des jeunes gens et des jeunes femmes au front, par exemple maintenant à Gaza, mais également des gens qui ont dormi par moins 3 degrés dans le Golan pour faire face à l'Iran, au Hezbollah et aux soldats de Bachar al-Assad, il faut qu'on soit propre à l'intérieur et il existe effectivement une gêne, même si on sait que tant à la MENA qu'à Radio Judaïka, on n'a pas de préférence politique et je tiens à le souligner, mais cette situation est extrêmement désagréable et gênante, surtout en Israël. Pour nous, ce qui prime, c'est effectivement la liberté et l'indépendance de la police et également de la presse.
il faut qu'on puisse parler de tout. Et bien entendu, on va pas se gêner pour le faire. Stéphane, vous disiez que rien ne pouvait nous empêcher de parler, à part le timing, vous le savez bien. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous ce matin. Oui, effectivement, le timing, on peut rien faire contre lui. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et dans l'espoir qu'on n'ait pas à parler de guerre, c'est toujours possible. Mais nous serons là et nous serons au rendez-vous, quoi qu'il se passe.